l'Afrique, d'accord, affiche en fait un optimisme de croissance qui attire la plupart des investisseurs. 55% de nos patrons sur la région sont confiants que le revenu sur les années 2024-2025 va continuer de croître, comparé à 37% des patrons dans le monde entier. Ceci positionne notre région comme une terre d'opportunités, comme un positionnement d'opportunités afin de pouvoir capitaliser sur la croissance. Mais encore, qu'est-ce qui se passe malgré cet élan de croissance et cet optimisme-là? 45% de nos patrons, c'est-à-dire plus de 4 sur 5, pensent que leur organisation ne continuera pas d'être viable dans les 10 prochaines années si elle ne se transforme pas, si elle ne se réinvente pas. Et là est donc toute la question, à la question de savoir quels sont aujourd'hui les enjeux qui poussent, qui font de la pression pour réinventer le secteur bancaire. À ces patrons, les patrons nous répondent 5 enjeux principaux. Tous les enjeux de gouvernement, de régulation. Le régulateur au jour d'aujourd'hui est en train en fait de pouvoir donc pousser des nouvelles réformes dans un environnement qui va plus vite que la régulation sur nos marchés. La disruption technologique, l'évolution des technologies avec l'entrée de l'intelligence artificielle, de la blockchain, l'expérience client avec des clients 3.0 et 5.0 de plus en plus demandeurs, mais aussi la compétition qui devient de plus en plus rude avec l'entrée des fintechs sur le marché qui emmène un bouleversement donc sur le secteur, sur les banques traditionnelles. Et enfin, d'accord, on a les enjeux de climat, d'accord, qui sont de plus en plus intégrés à la stratégie. Dans cet environnement-là, donc, la question maintenant est de savoir comment le secteur bancaire va commencer son parcours de réinvention. Les banques en Afrique ont une immense opportunité de réinventer leur business model. Quand on est dans un continent avec une structure, un positionnement économique et social qui est plutôt prometteur, avec la majorité de notre population qui est non bancarisée, la question est pour nos panélistes par où commencer. Mais avant de rentrer donc dans le vif du sujet, on va peut-être déjà faire un tour de table. Qu'est-ce que ces chiffres vous évoquent? Paul, Henri, qu'est-ce que ces chiffres vous évoquent? Partagez-vous la même inquiétude en fait des patrons du secteur sur la viabilité de nos organisations à 10 ans si nous ne nous réinventons pas? Paul? Ok, voilà. Merci Patricia et bonjour à tous ceux qui sont connectés. Voilà, donc on est très heureux voilà, d'être sur cette conf-là de One Africa voilà, par rapport à une problématique quand même qui est un sujet réellement d'actualité. Voilà, donc je pense que l'introduction faite par Patricia, c'est vraiment très cadrant. Hein, voilà, on voit réellement les impacts voilà, sur le secteur financier avec tous ces stats qui ont été remontés. Et effectivement, c'est vrai que le challenge pour les 10 ans à venir, c'est clair qu'il y a un challenge du mot, voilà, le mot-clé, c'est le mot réinvention, parce que le modèle, aujourd'hui, il est à réinventer. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on a des défis, voilà, des défis qui sont multiformes. Il y a une forte poussée de la techno, voilà, donc les attentes du client ont aussi changé. Donc la banque traditionnelle qui se faisait avant, avec les canaux classiques, là où le banquier était, disons, un peu le roi, voilà, si on peut l'appeler le roi du game, alors aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité. Il y a un nouveau roi qui est là, qui est le client. Donc le client qui veut et qui veut tout. Voilà. Donc quand le client veut et veut tout, en réalité, il ne le fait pas ou il ne le dit pas parce qu'il il veut le dire, mais il le voit en fait, avec d'autres offres qui sont en parallèle. Donc le banquier n'a plus d'autre choix que de se réinventer voilà, pour pouvoir trouver voilà, une autre niche et une autre approche voilà, pour faire face à ces nouveaux acteurs-là. Voilà. Donc aujourd'hui, d'autres acteurs veulent faire la banque à la place, disons, du banquier, entre guillemets. Et forcément, sans se réinventer, ça va être compliqué pour ce modèle voilà, d'être périn voilà, sur les années à venir. Voilà, donc, je pense que l'introduction elle est bien bonne. Voilà, donc, comme les managers, les stats le montrent, là, donc aujourd'hui, il y a un vrai défi pour le management des banques voilà, par rapport à réinventer les modèles, la nouvelle banque, si on peut l'appeler ainsi, pour les années à venir. Voilà, voilà Patricia. Merci beaucoup, Paul. Vous partagez effectivement cette inquiétude hein, et cet impératif de réinvention. Qu'en est-il, Henri, de votre côté? Oui, bonjour Patricia, bonjour Paul et bonjour à toutes les personnes qui sont connectées. Je crois que
Paul l'a dit, moi, je voudrais juste rajouter quelques points. C'est vrai que 45%, comme vous l'avez présenté, 45% des CEO qui ont été interrogés pensent qu'il faut transformer nos organisations parce qu'on ne peut plus continuer à faire la banque aujourd'hui comme on la faisait il y a 20, 30 ans. Et je pense que ce chiffre-là, c'est déjà bien, c'est très intéressant comme chiffre, mais les autres devraient vraiment prendre conscience des enjeux parce que bon, je vais le dire comme ça pour caricaturer, mais l'heure est grave. Je pense que si on les commence pas maintenant, mais dans 20 ans, ben voilà, on sera totalement à côté de la plaque, quoi. Parce que, et vous l'avez dit, hein, à juste titre, lorsqu'on parle de technologie, c'est quasiment tous les jours que de nouvelles technologies émergent. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle, on parle, il y a quelques années encore, on parlait de crypto-monnaie. Et il y a des nouveaux acteurs, notamment sur le marché, qui sont très agiles et qui arrivent à exploiter ces nouvelles technologies-là pour proposer à nos consommateurs des produits à forte valeur ajoutée, à moindre coût d'ailleurs, et qui sont très faciles d'usage. Et donc, si la banque d'hier ne se réinvente pas, ne change pas son mindset, vraiment, on sera totalement à côté de la plaque. Bon, après, c'est vrai que il y a moi, particulièrement un enjeu que je trouve extrêmement important, c'est l'expérience client. Parce que c'est vrai que on en parle beaucoup, mais personnellement, je pense que le sujet n'est peut-être pas très bien abordé. Enfin, il y a pas mal d'initiatives hein, au sein des banques. Il y a des banques qui font vraiment des choses, notamment avec des nouvelles organisations qui sont mises en place avec la création des entités spécifiques pour tout ce qui est, pour toutes les questions relatives à l'expérience client. Il y a des banques qui sont orientés de plus en plus vers la démarche qualité, notamment avec des certifications ISO 9001. Il y a des banques qui mettent en place au sein des agences des dispositifs, notamment de recueillement ou alors de récupération des avis clients. On l'a vu hein, notamment, ça c'est récemment avec Afriland First Bank au Cameroun, qui a mis en place des QR codes dans toutes les agences pour permettre aux clients de, immédiatement après une opération, ben, de remonter leurs avis. C'est déjà pas mal, mais je pense que le problème n'est pas forcément abordé de la bonne manière, quoi. Et tout à l'heure, je crois que tout au long de ce débat, on va certainement entrer dans les détails de chacun de ces enjeux pour proposer justement des démarches qui pourraient permettre d'aborder efficacement toutes ces questions. Merci beaucoup, Henri. Effectivement, hein, comme vous l'avez tous les deux dit, l'heure est grave. Il est vraiment important de pouvoir se réinventer. Et à cette question, je voudrais savoir, mais qu'est-ce qui freine? C'est vrai qu'on sent cet élan de réinvention. Les banques et les organisations en général mettent plusieurs initiatives, mais le consommateur final ne ressent pas non plus l'impact de cette réinvention. Et même les dirigeants, puisqu'on voit déjà les enquêtes, eux-mêmes ne sont pas confiants qu'ils sont effectivement en train de se réinventer de façon réussie. Et l'un des points qu'ils disent, la plupart des initiatives de transformation qu'ils ont mis en place, seulement 27% de ces initiatives, d'après leur point de vue, sont réussies. Qu'est-ce qui aujourd'hui freine véritablement l'élan de transformation, de réinvention dans nos organisations, malgré la bonne volonté et malgré la théorie? Henri, vous Alors, pouvez... ah d'accord, ok. Je vais peut-être, enfin, je vais essayer d'apporter quelques éléments de réponse à cette question. Effectivement, le chiffre que vous présentez, il est réel. D'ailleurs, il est d'ailleurs confirmé par une étude de McKinsey qui indique que 70% des projets de transformation au sein des banques échouent. Et donc, il y a pas mal de raisons hein, qui ont été identifiées. Euh, la plupart des projets de transformation, très souvent, et c'est le constat, ne sont pas vraiment portés par le top management. Parce que si on prend juste le cas de la transformation digitale, c'est vrai qu'on en parle, mais quand c'est pas porté par le top management, quand il n'y a pas un véritable leadership du top management, ben le projet aura du mal vraiment
a abouti à des résultats concrets, à des résultats pertinents. Donc ça, c'est le premier élément que je trouve important. Le deuxième, c'est la notion de sentiment d'urgence. Parce que très souvent, et même quand il y a le leadership du top management, on se rend compte que c'est au début, c'est-à-dire que c'est au démarrage notamment des initiatives, mais le sentiment d'urgence, il ne reste pas tout le long du projet de transformation. C'est-à-dire que les agents si on prend le cas des banques traditionnelles, les agents vous diront, écoutez, avec nos méthodes traditionnelles, on arrive à faire des résultats qui sont croissants chaque année, pourquoi changer? Et donc, c'est pas toujours évident, justement, de démontrer, enfin, de leur faire comprendre que, écoutez, si on fait le résultat X aujourd'hui, voilà, et avec des anciennes méthodes on ne remet pas en cause ces méthodes, mais tout ce qu'on dit, c'est que elles sont révolues et elles ne pourront pas tenir sur la durée. Donc, si ce résultat X, on le fait avec ces méthodes, si on ne change pas, dans 20 ans, on ne va plus exister carrément. Et donc, ce discours-là, on ne le tient pas forcément. Et même quand on le tient, on ne le maintient pas sur la durée. Et ce qui fait que le sentiment d'urgence, même quand il est vraiment fort au début, très souvent, tout au long de la transformation, il tend à disparaître. Et donc, ça entraîne vraiment ce qu'on constate, quoi, notamment au niveau des chiffres. Après, il y a notamment pas mal d'autres éléments hein, qui sont à l'origine. On reviendra certainement un peu plus en détail. C'est les contraintes externes, hein, notamment avec la régulation qui ne facilite pas les choses. Il y a pas mal de projets intéressants qu'on voudrait bien lancer. Il y a vraiment des solutions qui permettront d'améliorer le quotidien de nos consommateurs, de nos clients. Mais quand vous voyez notamment des taxes qui sont appliquées par les États, bon, après, les États sont souverains, on ne remet pas en cause cette taxation, mais quand vous voyez toutes ces taxes-là qui sont appliquées aux différentes opérations et qui sont supportées par le consommateur final, cela n'encourage pas et voilà, c'est un peu de nature à remettre, enfin, à causer, si on peut le dire comme ça, l'échec, entre guillemets, des différents projets qui sont lancés au sein des banques. Après, il y a pas mal d'autres facteurs, donc je vais laisser mes collègues qui sont autour du call certainement prendre la parole également sur le sujet. Merci beaucoup, Henri. Je pense que la prochaine fois, il nous faudra le régulateur à la table hein, pour avoir aussi son point de vue. On y pensera avec OneAfrica. Paul, à vous. Ok, voilà, merci Patricia. Voilà, donc je pense que Henri a bien abordé la donne, hein. Voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la banque, voilà, face au défi de la réinvention du modèle, là, il y a beaucoup de facteurs voilà, qui sont un peu des facteurs qui sont assez bloquants pour les banquiers. Voilà, donc déjà, en fait, c'est carrément la façon dont le métier est cadré. Voilà, donc vous voyez, en fait, on a le métier bancaire, il est quand même cadré. Il y a une forte régulation qui est là. Et comme il a dit, voilà, cette régulation-là ne permet pas aux banquiers d'aller dans tous les sens. Donc, ce qui fait que le banquier, nonobstant le fait qu'il a un défi voilà, par rapport au client et la valeur qu'il veut apporter, voilà, il est obligé de les faire quand même suivant un canevas voilà, bien requis, et c'est le canevas des régulateurs. Donc ça, c'est vraiment un gros défi. Donc je pense que la prochaine fois, si les régulateurs est à la table, voilà, ça ferait une bonne approche pour les écouter et pour voir un peu comment peut-être les régulateurs aussi devra se réinventer. Parce que bon, c'est clair que si on reste dans ce carcan-là, tel quel, c'est pas évident pour les banques. Donc l'autre défi, c'est aussi même le défi interne même du banquier pour moi. Voilà, c'est le défi même du banquier en termes d'agilité. Voilà, parce que le banquier classique, comme on le dit, si on peut l'appeler ainsi, voilà, la vieille école où, disons, la touche du banquier classique était là, on était plutôt dans des niches voilà, de confort qui faisaient que, bon, voilà, on avait des modèles aboutis, des modèles qu'on imposait plus ou moins aux clients. Donc, aujourd'hui, c'est réinventer voilà, pour ce genre de public cible, ce n'est pas évident. Voilà, donc, on se retrouve voilà, par rapport à des défis multiformes et ce n'est pas évident voilà, d'y faire face. Donc, forcément, les projets ou disons la transformation telle que portée, cette transformation, voilà, ça manque d'agilité en fait. Voilà, donc vous voyez par exemple les fintech et puis disons les acteurs qui sont en face, ils sont capables de pouvoir décliner un modèle, voilà, disons de manière classique. Hein, à midi, ils peuvent se réunir, à 15 heures, ils sortent un modèle, voilà, à 18 heures, ils font un POC et le lendemain, ils sont prêts à lancer. Alors que la banque ferait peut-être 10 réunions pour déjà faire les cadrages. Après, il y a une autre réunion qui va encore décider des next steps, ainsi de suite. Donc, vous voyez, donc, tout ce truc-là fait que c'est assez lourd. Donc, aujourd'hui, il faut aller vite. Les clients demandent beaucoup et il faut faire face à la régulation. Donc, vraiment, pour moi, c'est ça, c'est un très gros défi là qui font que malgré la volonté, on a quand même du boulot à faire et voilà, il y a quand même énormément d'efforts à faire pour pouvoir vraiment faire face et être dans le train, disons, voilà, de ce que les clients veulent. Voilà.
Merci beaucoup, Paul. Et comme vous le dites, en fait, les lourdeurs des efficacités internes ou opérationnelles sont parfois un frein à la mise en route de ce parcours de réinvention. Nous accueillons Victor sur le panel. Bienvenue, Victor. On a démarré sans vous. Juste, je ne sais pas à quel moment vous avez pris le fil, mais nous essayons de poser la question. Au jour d'aujourd'hui, malgré le constat de devoir se réinventer, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça bloque et que nous n'arrivons pas, les banques n'arrivent pas à se réinventer? Quelle est votre perspective? Bonjour à tous. Je m'excuse pour le retard lié au fait que euh, malheureusement cette nuit il y a eu des installations, des patchs de sécurité sur nos ordinateurs et du coup ce matin c'était un peu plus difficile de démarrer. J'espère que vous m'entendez. Oui, 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 on t'entend très bien. D'accord, ok. Donc je m'appelle Victor Noumoué. Je suis le directeur général adjoint de Société Générale. Donc, je suis en charge au niveau de mon périmètre, je suis en charge de la conformité du secrétariat général, sachant que le secrétariat général chez nous englobe le juridique, le contrôle permanent. Je couvre également les moyens généraux et je couvre la direction expérience client au niveau de Société Générale Cameroun. Donc, pour revenir un peu aux contraintes, ce que je voudrais dire, c'est que effectivement, je pense que aujourd'hui, la plupart des banques sont intéressées. Je pense qu'on est tous intéressés par la digitalisation ou bien par la réinvention de notre modèle, mais il y a quand même des freins qui se posent au niveau du chemin parce que tout le monde prend conscience déjà du fait qu'aujourd'hui, nos marges, les marges au niveau des banques s'amenuisent. On peut peut-être se leurrer du fait qu'aujourd'hui, on a une croissance des résultats, mais parfois, je pense que si on regarde bien, la croissance des résultats au niveau des banques, c'est plus la croissance des volumes que la croissance des prix. Parce que quand on regarde de manière granulaire, au niveau de la tarification, la tendance est plutôt à la baisse ou bien à la réduction. Donc, il y a nos marges, effectivement, qui sont rognées. Donc, tout le monde a plutôt intérêt aujourd'hui à aller vers le digital et à trouver des moyens de servir les clients de manière moins coûteuse. Aujourd'hui, en termes de freins, ce qu'il faut dire, c'est que pour faire le digital, déjà, il faut investir. Il faut investir. Et malheureusement, j'ai pris le train quand certains panélistes parlaient de régulateurs. Malheureusement, également, certaines décisions au niveau de la régulation ne vont pas dans ce sens-là. On a vu, par exemple, des nouveaux textes au niveau de la zone CEMAC, de nouveaux textes qui sont sortis et qui imposent aux banques d'avoir des serveurs en local. Alors qu'on sait déjà qu'il y a pas mal de banques qui ont déjà des serveurs décentralisés et ça devrait peut-être être la tendance parce que si on veut développer le digital, je pense que ça demande aussi beaucoup d'investissement. Et je ne suis pas sûr que même pour des banques de petite taille ou même pour des microfinances, pourquoi pas, ça peut être simple de pouvoir faire ces investissements-là. Si on n'a pas la possibilité de pouvoir mutualiser, pouvoir leverager sur des structures qui ont déjà développé des capacités importantes. Donc, je pense que ça, au niveau des régulateurs, il y a des réflexions à mener. Nous avons vu également au niveau de nos pays, notamment en Afrique centrale, l'institutionnalisation du service bancaire minimum qui demande aux banques de pouvoir délivrer certains services gratuitement aux clients. C'est une initiative qui est louable, qui devrait permettre, c'est pour permettre de pouvoir ramener dans le monde bancaire des personnes qui n'ont pas de compte bancaire. Sauf que quand on demande de pouvoir délivrer des relevés gratuitement, malheureusement, le régulateur, par exemple, ne tient pas compte du fait que nous avons aujourd'hui la possibilité de servir ces relevés de manière électronique au client 24 heures sur 24 et à sa demande. Il peut l'obtenir lui-même quand il en a besoin. Donc, il y a beaucoup de décisions qui méritent d'être revues. Aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que on a tout intérêt, parce que même le cash lui-même, le coût du cash aujourd'hui, on a tout intérêt à aller vers le digital parce qu'aujourd'hui, le cash a un coût. Nous devons, quand nous avons notre liquidité, nous devons payer
l'assurance vont payer des transporteurs de fonds. Donc, on a tout intérêt à y aller. Et notre souhait, c'est que tous ces blocages-là soient levés. Et nous sommes en perspective, même d'ailleurs, ce qu'il faut dire, c'est que certainement dans nos environnements, c'est déjà le cas ailleurs, mais dans nos environnements, bientôt, les normes RSE vont devoir s'imposer. Parce que si on regarde des environnements comme peut-être en Europe, peut-être la Banque de France, par exemple, ils ont pris des engagements RSE. Donc, à un moment donné, nos régulateurs vont prendre des engagements. Donc, ça veut dire que quelque part, on sera obligé de limiter certains financements pour participer à la décarbonation de l'environnement. On sera obligé de limiter même les financements. Donc, ça veut dire que nos marges vont encore davantage se réduire. Donc, aujourd'hui, on a véritablement intérêt à aller vers le digital. Mais il faut qu'on ait des moyens de le faire. Merci beaucoup, Victor. Effectivement, donc, tu as soulevé la problématique des investissements, de l'alignement avec le régulateur, mais aussi de la digitalisation, de s'assurer de la digitalisation pour pouvoir donc accélérer donc cette réinvention. Dans la pratique, en fait, ce qu'on a vu dans les modèles de réinvention, c'est qu'il faut trouver le juste équilibre entre le triangle d'or. La proposition de valeur que nous offrons à nos clients, notamment tant au niveau des produits qui sont différenciants ou de l'expérience client, votre formule de profit, votre profit formula, c'est-à-dire comment est-ce que vous faites du profit, des marges et que vous assurez d'être rentable, mais aussi l'efficacité de votre écosystème. Comment est-ce que vous arrivez à produire plus avec moins de marge? Au jour d'aujourd'hui, dans le secteur bancaire africain, si vous devez regarder entre ces trois leviers-là, quel est celui, d'après vous, à actionner le plus vite pour se réinventer beaucoup plus rapidement? Est-ce que c'est une histoire d'avoir des produits qui soient adaptés à nos marchés et les amener aux clients le plus facilement possible? Est-ce que la réinvention, c'est plutôt comprendre comment optimiser sa formule de profit, faire plus de marge pour pouvoir créer plus de valeur dans le secteur? Ou alors, est-ce que c'est aussi améliorer, optimiser son environnement interne pour produire plus de valeur en étant beaucoup plus agile, beaucoup plus efficient? Où mettre la priorité? Ouais. Donc, je pense que moi, je vois peut-être deux pistes essentielles. En interne, il faut déjà que nous-mêmes, on puisse délivrer des services à moindre coût. Donc, aujourd'hui, on a l'avantage d'avoir des évolutions technologiques. Déjà, on a l'IA, qui est déjà un outil important qui peut nous permettre de pouvoir, si je prends juste le volet, par exemple, le KYC, où aujourd'hui, dans une structure comme la nôtre, nous avons un bataillon de personnes qui sont là pour faire des revues KYC pour nos clients. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut arriver à faire des revues de manière automatisée et donc ça va contribuer à réduire le coût de service et de pouvoir permettre également que nous, on puisse maintenir nos marges ou, à défaut, au moins pouvoir, je veux dire, à minimum, soit augmenter nos marges ou, à défaut, maintenir les marges actuelles si on arrive à servir les clients à moindre coût. Donc, je pense que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose d'important qui peut effectivement permettre en interne déjà au niveau de notre propre écosystème interne de pouvoir réduire les coûts de production, que ce soit en termes de contrôle ou bien que ce soit en termes de, en termes de contrôle surtout. Et même, ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, en interne également, l'autre volet que je vois qui est aussi important, c'est la data. Parce qu'aujourd'hui, on peut arriver avec la data à mieux servir nos clients, à mieux cibler le profil de nos clients et pouvoir leur proposer des services les plus adéquats et pouvoir même également, pourquoi pas, peut-être même, je prends un exemple, peut-être rapidement pouvoir maximiser le package de produits qu'on offre à nos clients. Donc, en interne, il y a des choses à faire et comme je dis, malheureusement aussi, ça a un coût. Donc, il faut que déjà les banques puissent donner les moyens et puis de deux,
que les régulateurs puissent également favoriser cela parce que je pense, comme je l'ai dit à l'ouverture, je pense que sur le plan informatique, la mutualisation, c'est quelque chose la mutualisation permettrait aux banques et même aux microfinances, parce qu'il faut également permettre même aux microfinances de pouvoir aller sur ce terrain-là, pouvoir servir les clients à moindre coût. Donc là, c'est un peu le volet interne. Maintenant, le volet externe, bon, moi, je parlerai un peu, je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Donc, le volet externe, je parlerai de l'éducation de la clientèle. Je parlais de l'éducation de la clientèle parce que je pense que ça ne servira à rien d'innover si derrière, on n'a pas de clients qui sont prêts à accepter. Donc je pense qu'il y a une réflexion qui doit être également menée pour voir comment est-ce qu'au niveau de notre environnement, on arrive à amener les clients effectivement à accepter ce saut digital-là. Notamment, je pense qu'on peut très bien prendre l'exemple des telcos. Je ne sais pas comment on le fera, mais je pense que les telcos ont connu une croissance très, très rapide en Afrique, où on est passé rapidement, sans même déployer de manière extensive le téléphone fixe, on est passé rapidement au mobile. Donc, les telcos sont allés très vite. Donc, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourra, mais il faudra trouver une formule pour pouvoir développer ou éduquer les clients pour les faire adopter effectivement le digital. Et j'étais un peu étonné lors d'une de nos réunions en interne, parce que nous, ce qu'on a fait également, c'est qu'on essaye de jouer sur la tarification pour pousser les clients à aller vers le digital, qui nous coûte moins cher, parce qu'à travers le digital, on peut servir les clients moins cher. Donc, on a essayé de jouer sur la tarification, et j'étais un peu étonné de voir, par exemple, des clients qui sont prêts à payer 2-3 fois le prix pour venir se faire servir en présentiel et éviter le digital. Donc là, ça montre qu'il y a vraiment quelque chose à faire, il y a un travail à faire pour pouvoir déjà même amener les clients à accepter. Parce que si on va trop vite et que les clients ne sont pas prêts, ça ne marchera pas. Tout à fait. Tout à fait. Je voudrais juste pour aller dans le même sens que M. Nomoué. Au fait, je pense que lorsqu'on fait le tour des banques, hein, que ce soit en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest, il y a un constat qui est fait, et ça, vraiment, il est indéniable. Les banques font beaucoup d'efforts, notamment pour se transformer, pour se réinventer. On voit de plus en plus des banques hein, qui proposent des services à forte valeur ajoutée à leurs clients. On voit des partenariats entre les banques et les telcos, notamment pour élargir justement la gamme de produits et services qui sont proposés aux clients. Donc, il y a vraiment des efforts qui sont faits. Mais moi, je crois par contre, il y a un point sur lequel les banques ne sont pas, voilà, sont très mal notées, c'est l'expérience client. Et ça, c'est avec sa composante hein, particulière qui est le service client. Je crois que là, il y a de gros efforts à faire. C'est vrai que M. Nomoué a parlé de formation, d'éducation des clients. Ça, c'est important. Mais ceux qui sont censés éduquer les clients ne sont pas eux-mêmes éduqués. C'est ce qu'on constate. C'est-à-dire que au sein des banques, vous avez, que vous soyez prospect ou client, quand vous arrivez, la seule chose qui intéresse parfois l'agent de banque, c'est de vendre. C'est-à-dire, il cherche même pas à savoir c'est quoi votre besoin réel. C'est-à-dire que il est intéressé par les chiffres. Il faut vendre. Pourquoi? Parce que derrière, il a des objectifs notamment de vente en termes de produits, en termes de production de crédit. Et donc, parfois, même sans réellement comprendre votre besoin, parce que comprendre le besoin du client, ça prend du temps. C'est pas une histoire de minutes. Parfois, il faut discuter avec le client longuement pour comprendre quel est son besoin réel. Vous allez peut-être proposer un crédit conso à un client qui avait juste besoin d'un crédit immobilier. Pourquoi? Parce que vous ne l'avez pas écouté, vous n'avez pas compris son besoin. Donc, il y a vraiment ce problème-là que nous avons au sein de nos banques de compréhension des besoins du client. Parce que si on ne comprend pas leurs besoins, on ne peut pas bien les servir et par conséquent, ben, ils iront chez les concurrents parce que les fintechs sont très agressifs
sur ce point-là. Elles sont très agiles et elles savent vraiment comment recueillir les besoins de nos clients. Donc ça, vraiment, c'est un gros effort qu'on devrait faire. Et pourquoi j'insiste vraiment sur ce point? J'insiste sur ce point parce que c'est le constat qui est fait. Moi, je suis moi-même client d'une autre banque, je vais pas la citer, qui a une très bonne plateforme digitale, très bonne plateforme en ligne qui permet aux clients de faire des opérations en ligne. Je vous assure, cette plateforme-là, lorsqu'elle marche, c'est impeccable. Franchement, vous pouvez faire des mois sans contacter votre banque parce que vous trouvez vraiment tous les services, tout ce dont vous avez besoin dans cette plateforme. Mais quand vous avez un souci, vraiment, j'ai fait personnellement un virement et j'ai dû attendre un mois pour que un virement qui n'a pas abouti et j'ai dû attendre un mois. Et là, un mois, c'est pourquoi? Parce que ben, j'ai contacté le DSI de la banque qui est un ami pour que le problème soit rapidement résolu. Mais c'est pas, tous les clients n'ont pas forcément des connaissances au sein des banques. Et j'ai dû contacter un ami l'ami qui est DSI pour savoir qu'au fait, la banque avait des soucis. Mais la banque n'a même pas communiqué, n'a pas pris la peine de communiquer, n'a pas pris la peine de contacter les clients. Et ça, franchement, ça décourage. Et vous voyez, les clients, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils n'utiliseront plus l'application digitale. Pourtant, elle est très intéressante. Ils vont voir soit ils vont voir des telcos qui sont, voilà, qui répondent certainement avec des délais beaucoup mieux que les nôtres. Bref, ils vont chercher d'autres solutions, quoi. Et là, on aura mis en place, on aura fait de gros investissements pour déployer des solutions digitales, mais qui ne seront pas utilisées. Tout simplement Est-ce qu'on a pourquoi? Parce perdu? qu'on n'aura pas d'argent, sur le service client. Et deuxièmement, on n'aura pas vraiment travaillé à la digitalisation justement des process de bout en bout pour éviter justement pour éviter ce genre de désagrément. Donc vraiment, ça, c'est le point sur lequel je tenais vraiment à insister. Il faut vraiment qu'on travaille en interne. On a un gros travail à faire. Nous avons des solutions intéressantes. La dynamique, elle est bonne. Il faut vraiment travailler en interne pour changer le mindset, changer la façon de voir les choses. Oui, Patricia. Merci beaucoup, Henri. Paul? Voilà, ok. Effectivement, voilà. Donc, je pense que voilà, M. Noumoué et Harry ont bien voilà, abordé la question. Donc, pour moi, en fait, comme tu l'as dit, le profit, voilà, le constat de profit là qui se fait au niveau des banques aujourd'hui, malgré le fait qu'on a ce besoin de réinventer le modèle, voilà. Mais malheureusement, on est aussi devant un défi qui fait qu'aujourd'hui, en fait, la concurrence est éteinte. Voilà, donc, déjà, en fait, la tarification sur les différentes places, là, moi, je connais plutôt la zone IOMA par rapport à la zone CEMAC. La zone IOMA, notamment, par exemple, pratiquement les différents services, là, la Banque centrale pousse à les rendre franco. Voilà, donc, globalement, il n'y a pas grand-chose que les banques peuvent gratter à ce niveau. Donc, forcément, pour moi, en fait, déjà, le défi pour les banques pour pouvoir dégager quand même voilà, une certaine probabilité par rapport à ce modèle qu'on veut réinventer, là, c'est d'abord la partie, le onboarding des masses. En fait. Donc, il faudrait déjà qu'on ait un portefeuille très conséquent. Parce qu'aujourd'hui, le data model qui est là, si on n'a pas un bon portefeuille, un très gros portefeuille, disons, voilà, qu'on peut équiper voilà, de manière conséquente, ce n'est pas évident de dégager des profits. Voilà, parce que, comme je dis, les marges sont très, très minimes, déjà par rapport à la concurrence bancaire même qui est là. Si les places sont peut-être 10, 11 banques, souvent même plus. Et maintenant, si on regarde aussi les autres acteurs qui sont en face là, donc les marges sont très, très petites. Et aujourd'hui, M. Noumo, il a dit, hein, il y a un aspect qu'on voit beaucoup au niveau des fintech et des telcos là. En fait, tu vois, ils ont des data scientists, ils sont très orientés données. Voilà. Donc, ce qui n'est pas souvent la force du banquier. Malheureusement, la banque, on a le plus gros stock de données comparé à ces acteurs-là, mais on n'arrive pas à faire une bonne analyse de nos données. Donc, les données, on les a, mais on n'arrive pas à dégager en fait une expérience client comme on dit, on n'arrive pas à faire parler nos données. Voilà. Donc, on est dans le schéma classique. Donc, on ouvre des agences, on fait des points de vente et ainsi de suite. Mais sans regarder si réellement les data modèles même nous incitent à amener ces services là-bas ou pas. Donc, souvent, on part ouvrir une agence, donc c'est des points de charge qu'on ouvre, mais réellement, ce n'est pas évident. Et comme l'a dit Harry, donc souvent, on ouvre un service, voilà, je pense que c'est Victor qui l'a dit. En fait, on peut ouvrir un service à un client, mais qui réellement, en fait, voilà, de par l'éducation ou de la façon dont la banque l'a abordé, là, il préfère revenir payer et rester dans l'agence physique, alors qu'il y a un canal digital qu'on a ouvert, en fait. Vous voyez, donc la façon dont disons, ces fintech et autres là, ces acteurs qui sont en face de nous peuvent onboarder les clients, peuvent offrir voilà, la chaîne de valeur aux clients, la banque le fait différemment. Et aujourd'hui, c'est ça aussi que le banquier doit réinventer. Donc, un modèle qui est très orienté données, comprendre la donnée,
Voilà, savoir que, bon, notre niche, peut-être, voilà, on a un portefeuille qui est très orienté avec des particuliers ou des corporates qui sont dans tel segment-là. Donc, pourquoi ne pas, en fait, drafter les produits en fonction de ces données-là, que d'aller faire, en fait, voilà, c'est pas parce que la banque d'Henri l'a fait que moi, ma banque le ferait. Et très souvent, les banques font du copier-coller. Donc, on a des modèles qui sont classiques. Donc, quand vous allez regarder les conditions de banque ou les offres services des banques, c'est pratiquement la même chose que toutes les banques font. Alors que les banques n'ont pas les mêmes niches. Alors, vous allez voir que les fintech, elles ne feront jamais ça, en fait. Elles feront un produit qui est très orienté par rapport à une niche qu'ils ont topée. Et cette niche-là, ils ne l'ont pas topée au hasard, mais c'est un data model qu'ils ont analysé. Donc, à la limite, c'est mathématique. Ils savent que s'ils le font, ça va faire bingo parce qu'ils savent que ces clients, ils vont mordre à la maison, en fait. Voilà. Donc, c'est cette façon de faire-là qu'il faut que les banquiers puissent, voilà, prendre en compte. Et aussi, il y a la notion d'éducation financière. Moi, je trouve que malgré tout ce que les banques font, il y a quand même un gros défi encore que la banque doit faire pour pouvoir mener à bon escient cette inclusion, cette éducation financière-là. Parce que souvent, on voit même des fintechs, voilà, sans citer le nom, qui proposent en fait, voilà, des produits avec des notions qui permettent aux clients de comprendre de quoi il s'agit en fait. Voilà, donc, au lieu de parler par exemple de DAT, ils vont te parler de porte-monnaie ou bien de coffre. Donc, ils mettent ça sur des produits digitaux et maintenant des produits digitaux, disons. Et les clients, en fait, ils vont dire, bon, j'ai un coffre. Ils vont dire le compte coffre. Et en réalité, le compte coffre, là, c'est ce que nous, on appelle DAT quelque part, en fait. Donc, le fameux compte bloqué, là. Mais ils ont des jargons et puis une terminologie qui fait que les clients participent. Et puis après, maintenant, derrière, là, ils font des produits d'investissement. Mais que le client lambda, qui n'est même pas peut-être dans la niche même d'un investissement classique, se met à faire, en fait. Voilà. Donc, ils ne vont pas cracher sur le portefeuille. Ils vont regarder un portefeuille, même si le client, il a un scoring, disons, minimaliste, là. On l'apprend à faire de l'investissement, voilà, avec des produits qui sont pour lui. Alors que les banquiers pourraient aller mettre ça sur une niche plus élevée, plus high level. Alors que ces high level là, on est tous en train de se partager les mêmes high level. Donc, ce qui fait que c'est très compliqué parce que toutes les banques se battent avec un high level, alors qu'il y a un bas de gamme qui est là, qui est très, très, très dense, sur lequel nous, on n'arrive pas à toper. Voilà. Donc, aujourd'hui, pour moi, c'est ces jeux-là qu'il va falloir voir. Donc, un jeu techno avec le digital et autres machins. Mais ça seulement, ça ne suffira pas. Il faut que les banquiers aussi comprennent les données qu'on brasse, qu'on comprenne nos clients, qu'on sache où se trouve la chaîne de valeur et qu'on arrive à capter cette chaîne de valeur-là. Si on n'arrive pas à capter la chaîne de valeur, on a beau offrir des canaux digitaux, on a beau offrir toute la techno, comme l'a dit M. Moumoué. C'est des investissements. On va faire ces investissements, mais les retours sur investissements ne se verra pas. Et ça va être plutôt des niches de charges qu'on va sentir en fait sur notre PNB. Voilà. Merci beaucoup, Paul, et vous m'arrachez les mots de la bouche parce qu'effectivement, la tendance qu'on voit sur le marché aujourd'hui, les banques se sont focalisées à l'intérieur, comment optimiser, comment transformer, et sans nécessairement penser totalement à la chaîne de valeur, c'est-à-dire la création de la valeur qu'on apporte au client, qu'est-ce que le client effectivement veut, d'où ce recentrage sur l'expérience client, mais aussi ce recentrage sur des produits qui soient personnalisés pour le client. Au jour d'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, d'une banque à une autre, on a à peu près le même produit et on sert à peu près les mêmes types de segments de marché. Et comment aller adresser la niche sur nos marchés, comment aller chercher où personne ne veut jouer et aller jouer sur ces terrains-là comme le fintech le fait aujourd'hui, tout en trouvant la formule gagnante. Mais aujourd'hui, donc, est-ce qu'aujourd'hui, quels sont les défis et les opportunités que vous voyez pour arriver à cette personnalisation du service-là, d'accord? Et quels seraient les enjeux personnalisation du service, innovation technologique? Est-ce qu'aujourd'hui, dans vos environnements, ce sont des éléments en fait que vous discutez? Est-ce qu'il y a des services comme ça innovants que vous avez mis en place qui vous ont permis d'adresser des niches de marché qui n'existaient pas, qui n'étaient pas nécessairement communes, pardon, sur les marchés? Et après cet intermède-là, on prendra la question de Monsieur Brissot qui a donné une question, qui a posé une question dans le chat. Oui, oui, Patricia, je voudrais apporter quelques éléments de réponse à la question. Effectivement, je crois que Paul et Monsieur Noumoué l'ont dit, ils ont parlé de la data. Parce que la data aujourd'hui, c'est l'or noir du 21e siècle, comme on le dit. Sans une réelle gestion de la data au sein de nos banques, on aura du mal à améliorer l'expérience client. Et d'ailleurs, je crois que dans le dernier règlement qui a été commis par la COBAC, le règlement sur les risques informatiques. Il y a tout un chapitre spécifique sur le volet data, parce que même le régulateur a compris que c'est une question, la question data
c'est une question qui devrait vraiment être adressée au sein des banques. Alors, comment coupler justement la technologie à justement à l'amélioration de l'expérience client? Je crois que les deux sont indissociables parce que aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle, on parle de la science des data. Donc ça, c'est des technologies qui devraient nous permettre d'identifier de façon vraiment précise, beaucoup plus précise qu'on le fait aujourd'hui, le comportement de nos clients. Parce que qu'est-ce qui se fait, et là on le constate hein, au sein des banques, très souvent lorsqu'on développe de nouveaux produits, on fait souvent des bulk SMS ou alors des communications de masse à toute la clientèle. Vous imaginez un client qui a un revenu mensuel de 200 000 ou de 100 000 francs CFA et vous lui proposez un produit qui est facturé à 50 000 francs CFA le mois. Ça n'a aucun sens, quoi. C'est-à-dire que il va regarder votre SMS la première fois, mais la deuxième fois, quand vous enverrez un SMS qui correspond à son besoin, il ne va plus regarder parce qu'il va se dire, ben, écoutez, cette banque a l'habitude de m'envoyer des SMS qui ne sont pas, qui ne cadrent pas avec mes habitudes de consommation. Donc, il faut vraiment travailler sur à segmenter notre clientèle, à identifier les consommations de nos clients et leur faire des propositions, ou alors leur faire des communications qui cadrent avec leurs véritables habitudes de consommation. Donc ça c'est un point important. Après, il y a notamment d'autres points que je vois. Je crois on l'a déjà dit. La technologie, et ça, il faudrait vraiment qu'on puisse l'intégrer. Elle vient pas tout faire, quoi. C'est-à-dire la technologie sera juste au service de la banque. La technologie ne viendra pas remplacer notamment toutes les étapes de conception, notamment au sein des banques. Elle va juste améliorer, elle devrait juste permettre d'aller beaucoup plus vite. Donc, on va pas tout abandonner à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle ne fera pas tout pour nous. On a des taux de bancarisation qui sont de l'ordre de moins de 30% dans la zone CEMAC. Lorsqu'on raisonne banque simple sans intégrer les fintechs, ça veut dire qu'il y a encore de la marge. Donc, il y a encore des niches de clientèle à adresser. Mais comme l'a dit Paul, donc enfin, la plupart des banques, qu'est-ce qu'elles font? Ben, elles se focalisent juste sur des segments spécifiques et elles abandonnent des segments sur lesquels on pourrait vraiment engranger de grosses commissions, sur lesquels on pourrait vraiment faire du chiffre, quoi. Ça, c'est tout simplement parce que ben, elles n'ont peut-être pas le temps ou voilà, elles n'ont pas encore intégré le fait que ben, ça devient urgent d'adresser de façon spécifique ces segments-là qui pourraient nous permettre d'améliorer considérablement les PNB au sein des banques. Merci beaucoup, Henri. Et peut-être, bon, on va déjà prendre la question de Monsieur Brice. Quels sont les mécanismes mis en place par les banques pour accompagner la culture digitale des clients? En d'autres termes, doit-on renoncer aux solutions digitales pour se conformer au comportement traditionnel de ceux-ci? Donc, qui soulève toute la problématique de l'éducation et de la culturation digitale des clients. Qui doit jouer ce rôle? Je vous laisse répondre à Brice. Je vais peut-être commencer. Bon, je pense que tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné et tout le monde a également intérêt à jouer ce rôle. Peut-être je vais commencer par la banque. On est les premiers concernés. Ce que nous faisons, ce qu'on fait en interne, déjà nous, je l'ai dit tantôt, c'est d'essayer de jouer sur le levier de l'incitation ou bien de la tarification différenciée pour pousser les clients à aller vers le digital. Malheureusement, ceci a une limite parce que quand à côté, vous avez des injonctions régulateurs ou des États par rapport au service bancaire minimum, donc vous avez quand même des limites à cela. Donc, j'aurais bien voulu, par exemple, dire que voilà, si un client vient faire des retraits, parce qu'il m'oblige à avoir une agence, s'il doit venir faire des retraits en présentiel, alors que j'ai mis à sa disposition un distributeur de billets dans la limite de ce qu'il souhaiterait avoir, qu'il puisse payer pour ce service-là. Parce que là, il m'oblige à avoir en place des coûts
Mais malheureusement, là, aujourd'hui, je ne peux pas le faire à cause des contraintes de régulation. Donc, c'est pourquoi je dis à tout le monde, je pense qu'il faudrait absolument que tout le monde, nous tous, qu'on réfléchisse, que le régulateur puisse voir quelles sont les incitations à mettre en place pour faire ce drive-là des consommateurs. Parce que tant que le consommateur ne voit pas, euh, peut-être d'incitation pour pouvoir aller vers le digital, il restera dans son confort de venir dans une agence bien aménagée, s'installer, peut-être même prendre un café le temps qu'on le serve. Il n'aura aucun intérêt à aller vers le digital. Donc, je pense que ça, les banques, il faut qu'on le fasse. Ça, il faut qu'on trouve les mécanismes au niveau de la tarification ou bien au niveau de la communication. Parce que ça aussi, je pense qu'on le fait aussi. Peut-être qu'on doit le faire un peu plus, communiquer davantage, rassurer les clients. Et je pense aussi peut-être qu'il y a un volet même de la sécurité. Je pense qu'il y a aussi parmi au niveau de ces clients-là, certains aussi qui ne font pas seulement confiance au digital. Donc, la cybersécurité intervient à ce niveau. Donc, je pense qu'il va falloir davantage qu'on investisse et qu'on rassure les clients par rapport à la sécurité de leurs transactions. Je pense que ça aussi, ça va peut-être les encourager. Maintenant, je pense que si on le fait, nous, en interne au niveau des banques, il faudrait que de l'autre côté, les régulateurs et les États jouent également leur partition parce que je pense que l'État a fortement intérêt à ce que nos clients aillent vers le digital parce que, d'un, ça permettra même pour ces États de pouvoir même sécuriser, pourquoi pas, même les recettes fiscales, parce que ça peut aussi avoir un impact sur la fiscalité. Et de plus en plus, au niveau des États, on parle de élargissement de l'assiette fiscale. Si davantage les gens migrent vers le numérique, ça veut dire que quelque part, on aura de nouveaux clients qui vont peut-être sortir de l'informel pour aller vers le formel parce que, du moins, l'État pourra au moins avoir une traçabilité sur les mouvements financiers et donc ça pourra permettre à l'État d'élargir également son assiette fiscale. Donc, je pense que l'État aussi a intérêt, nous avons intérêt tous à faire ce mouvement-là. Donc, l'État également, à son niveau, peut arriver à mettre en place des incitations, je ne sais pas de quel ordre, peut-être sur le plan fiscal ou de quel ordre, pour que les clients qui acceptent de faire ce mouvement-là puissent être incités et en tirer profit. Merci. Merci Si vous beaucoup, Victor. permettez, si vous permettez, Oui, Henri. Patricia, justement, hein, justement pour il y a ce qui a été fait notamment dans certains États, c'est que les États ont inscrit, notamment de la CEMAC, hein, les États ont inscrit dans la loi de finances des dispositions spécifiques enfin, visant à dématérialiser les paiements, notamment les paiements des factures d'eau, d'électricité. D'abonnement à Canal. Pourquoi? Parce que les banques seules ne peuvent pas. Franchement, seules, on ne pourra pas. On aura beau développer des produits digitaux qu'on mettra à la disposition de nos clients. Mais si le client voudrait payer sa facture d'électricité via notre plateforme digitale et que la société d'électricité ne donne pas cette possibilité, ben, il ne pourra pas utiliser la fonctionnalité, quoi. Donc, il faudrait vraiment que les États puissent accompagner, puissent aider dans cette démarche. Et on voit vraiment cette dynamique dans la CEMAC, au Cameroun, je crois, et au Congo aussi. Donc, il y a pas mal d'initiatives qui sont prises au niveau des États pour aider, pour accompagner vraiment pour accompagner ces initiatives au niveau des banques. Après, je pense qu'il y a un autre point quand même, c'est vrai qu'on ne le dit pas assez, mais même quand des dispositions sont prises pour que les clients puissent utiliser nos plateformes digitales, il y a quand même un volet sur lequel il faudrait travailler, c'est se rassurer que les process sont digitalisés de bout en bout, parce qu'il n'est pas normal qu'un client fasse une opération sur une plateforme en ligne et l'opération n'aboutit pas et qu'il doive attendre un mois ou 2 mois pour voir la situation régularisée. C'est pas intéressant et ça n'encourage pas. Et le client, dès qu'il a cette expérience-là, ben, il va plus l'utiliser. Donc vraiment, il faudrait que nous, les banques, nous puissions vraiment travailler à optimiser davantage les process en back-office pour pouvoir améliorer considérablement l'expérience client sur nos plateformes digitales. Donc, on va continuer à communiquer comme on le fait, mais les États à travers les initiatives vont beaucoup aider, quoi.
Merci, effectivement. Donc, avoir le rôle incitateur de l'État pour pouvoir pousser donc l'adoption au sein de nos clients. Donc, Brice, j'espère qu'on a répondu à ta question. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à mettre dans le chat de reposer une autre question. On a une deuxième question de la part de Monsieur Kossi Koku. Entre développer les produits digitaux à l'interne ou nouer des partenariats avec des fintechs, qu'est-ce qui est plus profitable pour la banque? Allô, oui, Patricia? Paul? Voilà. OK, donc je prends la question voilà, de Kossi. Donc, effectivement, hein, donc c'est clair que, bon, aujourd'hui, quand il regarde un peu le mouvement, voilà, donc dans les portfolios des banques, il y a beaucoup de produits qui sont pratiquement en voilà, si on peut l'appeler en co-branding ou disons en co-gestion avec des partenaires. Donc aujourd'hui, en fait, ces partenaires que nous appelons acteurs là, donc aujourd'hui, comme ils sont rentrés dans notre job, disons, voilà, on est obligé de coopérer avec eux. Voilà, donc il y a beaucoup de produits qui sont en réalité des produits en coopération avec ces fintechs là. Voilà, donc aujourd'hui, rares sont les banques qui ont des produits digitaux où il n'y a pas un produit qui est décliné avec une fintech. Voilà, donc déjà, comme l'a dit M. Noumoué, donc déjà les telcos étaient nos premiers partenaires. Donc, vous allez voir que les mouvements, en fait, on a fait beaucoup de wallets. Il y avait beaucoup de wallets, voilà, des banques to wallets qui étaient là. Voilà, donc avec des produits qui étaient définis avec les telcos. Voilà, donc pareil pour les fintechs. Parce que les fintechs, déjà, vu la réglementation au début, voilà, ils n'avaient pas disons, le label d'avoir le flag d'émetteur de monnaie électronique. Donc, déjà, la législation les imposait de passer par des acteurs banques. Donc, ils amenaient leur savoir-faire et puis leur techno, leur data model et tout. Mais ils étaient obligés quand même de se faire accompagner par des banques. Voilà, donc les banques ont été en fait la porteuse de beaucoup de ces projets-là voilà, pour pouvoir les porter à maturité. Et comme ça, les clients voient un produit qui est plutôt banque et fintech. Voilà. Mais bon, là aussi, quand on regarde le business model, c'est clair que la plupart du temps, quand on fait un banque to wallet, en général, tout va vers le wallet. Voilà, parce que le client, il a tendance à prendre ses sous du compte bancaire. Le compte bancaire devient un compte de passage. Et après, on a tous sur le wallet. Voilà, donc, parce que l'extrémité, et puis le endpoint là pour le paiement, c'est le wallet qui est détenu par la fintech. Voilà, donc, bon, on se bat quand même. Il y a beaucoup d'initiatives aujourd'hui voilà, tendant à amener des wallets même propres au niveau des banques. Donc, les banques veulent réinventer aussi voilà, leurs choses pour pouvoir être vraiment en lead, pour que l'extrémité soit chez nous. Voilà, parce que quand on voyait en fait l'interopérabilité dans la zone CEMAC, voilà, donc c'est beaucoup développé parce que bon, eux, ils ont déjà l'interopérabilité. Maintenant, la zone IOMA, nous, on a cette tendance 2025. Quand vous regardez l'interopérabilité, c'est ça le challenge parce que en fait, l'interopérabilité va amener tous les acteurs à fédérer autour de la plateforme interopérable. Donc, ce qui fait que les clients, ils s'en foutent à la limite. Voilà. Il est chez la fintech ou il est sur les banquiers, chez les banquiers. C'est transparent parce qu'il peut faire des mouvements voilà, comme il veut. Donc maintenant, si les banquiers ne prennent pas garde, en fait, c'est comme si on risque d'avoir des flux qui vont passer à travers nos têtes, mais on ne pourra pas capter parce que les flux seront plutôt dans celui qui tiendra l'extrémité. Donc, c'est le end du paiement là qui sera le point sur lequel la personne qui sera à ce niveau va engager le maximum de commissions. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est un défi pour que nous soyons, en fait, en termes de finalisation. Il faut que les clients puissent payer à travers la banque, en fait. Alors, pas que la banque soit utilisée en termes de teneur de compte, mais qu'il soit réellement dans la logique de la partie où on finalise les paiements. Et très généralement, la finalisation du paiement, elle est à un autre niveau. Voilà, donc comme l'a dit M. Kossi, donc on n'a pas de en fait aujourd'hui la banque fait ses produits, les fintechs sont là, donc il y a une coopération de toute façon entre ces différents acteurs là. Et maintenant aujourd'hui avec l'interopérabilité comme je l'ai dit tantôt, tout ça est remis encore dans une logique parce que c'est une même corbeille qui est là. Donc le client il a cette corbeille dans sa main, il pioche là où il veut. Et donc si on n'arrive pas à capter la chaîne de valeur, il va piocher là où la valeur existe en fait. Alors, donc maintenant ce n'est plus un jeu de dire ce que je propose, ce que je ne propose pas, c'est de pouvoir trouver en fait une bonne écoute de mon marché, connaître les clients et aller capter sa chaîne de valeur. Parce que si j'arrive à capter sa chaîne de valeur, les clients viendront sans nul doute chez moi. Voilà. Voilà un peu. Est-ce donc à dire que dans ce modèle de compétitivité, est-ce que les banques aujourd'hui ont peur de la montée des fintechs et des opérateurs téléphoniques? Oui, pour moi, c'est pas une. En fait, les mots peur, même, c'est pas ça le truc. En fait, pour moi, en fait, aujourd'hui, cette phase est passée. Voilà, donc maintenant, on a digéré ce volet-là. Parce que comme je dis, en fait, nous sommes quand même banque, nous sommes acteurs bancaires. Donc forcément, on a quand même ce leadership-là du secteur financier qui est là. Et le client, il est quand même rassuré parce que quand vous regardez, dans la tête du client, c'est le banquier qui doit faire ce rôle-là. Mais malheureusement, en fait, c'est comme s'il y a une phase où les banquiers, en fait, ont été dévancés par ces acteurs-là.
Sinon, le rôle régalien, en fait, pour les clients, quand on parle d'argent, quand on parle de finances, ils voient le banquier en premier. Quand en fait, le mot aller à ma banque existe encore. Mais maintenant, de plus en plus, les clients n'ont plus envie d'aller chez son banquier. Il veut en fait un truc voilà, il veut que son cash ou bien son truc soit géré, mais sans aller forcément sur le banquier comme à l'ancienne. Voilà, donc ce n'est plus une peur. Voilà, c'est maintenant c'est de concevoir qu'il y a d'autres acteurs qui font notre job. Voilà, de les voir comme peut-être des compléments ou de pouvoir définir des business cases ou des use cases là, comme eux et d'avoir la capacité d'être agile comme eux. Voilà, nonobstant le fait qu'on a quand même une régulation qui est là. Mais voilà, il va falloir faire avec. Voilà, parce qu'aujourd'hui, le marché l'impose. On n'a pas de choix. Donc, c'est ça le mot, en fait. Il faut se réinventer. Et voilà, le mot peur est passé. Maintenant, c'est plutôt le mot réinvention qui est en face, quoi. Donc, c'est plutôt la réinvention, si je peux le dire ainsi. Voilà. D'accord. Merci, Paul. Merci, Paul. Oui, Bon, Victor? Ou Victor voulait Non, dire non, quelque chose? oui, Ou Henri? non, je voulais dire quelque chose. Je voulais dire que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est, je ne pense pas qu'on puisse donner une réponse tranchée parce que les banques n'ont pas forcément l'agilité des fintechs, ça c'est sûr. Donc, on ne peut pas donner une réponse tranchée. Donc, les banques continueront à développer des produits. Mais je pense que euh, à terme, c'est plutôt la collaboration qui serait la bonne formule. À savoir que pour certains produits, c'est clair que on peut s'adosser sur l'agilité des fintechs qui sont beaucoup plus agiles parce que les fintechs, dès le départ, ils pensent expérience client, ce qui n'est pas à l'origine ce que la banque fait, je veux dire naturellement. La banque, c'est l'expérience client, c'est quelque chose de nouveau au niveau de la banque. Alors les fintechs, tout ce qu'ils mettent en place, ils commencent par le client. Donc, on n'aura peut-être pas forcément cette agilité-là. C'est un peu plus lourd la banque. Donc, je vois beaucoup plus de coopération, peut-être dans le développement des produits, et pourquoi pas même dans l'autre sens également, peut-être même des produits de la banque, les fintech pourront nous permettre également de pouvoir atteindre d'autres clients, cibler d'autres clients que nous n'avons pas, vraiment parce qu'avec leur plateforme ou bien avec leurs outils, ils arrivent effectivement en plus avec la data, ils arrivent à peut-être atteindre d'autres marchés que nous n'avons pas. Donc, je pense que on continuera à développer des produits en interne, mais je pense aussi qu'il y a des limites. Ça coûte très cher. Ça coûte très, très cher le digital, notamment quand on veut le faire en interne au sein d'une banque, ça peut coûter très cher. Euh, donc, je vois plus la coopération. Merci beaucoup, oui, Victor. Merci, merci. Patricia, On a... je voulais juste, si vous Oui, permettez, Henri, juste vas-y. dire, oui, oui, juste dire un petit mot. Et effectivement, je pense que je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, qui est très pertinent et très intéressant d'ailleurs. En fait, je voulais juste dire que, en fait, ça c'est un avis. On ne devrait pas avoir peur des fintechs, quoi, parce que franchement, on devrait les voir différemment. Je crois que pendant longtemps, on les a vus comme de véritables concurrents. Et ça, c'est, voilà, on ne peut plus continuer comme ça, quoi. Voilà, il faut les voir différemment. Il faut, parce qu'ils sont là, ils vont continuer d'exister. On est obligé de faire avec eux, quoi. Donc, on est obligé de voir comment travailler avec eux en toute intelligence. Et donc, ce qui se fait aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'il y a, et comme l'a dit Monsieur Noumoué, il y a pas, on observe de plus en plus de partenariats entre les banques et les opérateurs, et les opérateurs tels que les fintechs en général, pour offrir des services à forte valeur ajoutée aux clients. Enfin, on peut pas. Les fintechs ne font pas du tout la même chose. Je me souviens, j'ai un ami qui est dans les telcos. Lorsque le régulateur a donné la possibilité aux telcos de faire des microcrédits, ben, ils étaient tout joyeux parce qu'ils ont dit, ben, écoutez, donc nous on rentre dans votre domaine désormais, on va commencer à donner des crédits à nos clients et vous n'allez plus exister. Ben, je lui disais, ben, écoute, vous êtes fintech, mais vous n'êtes pas banque, vous ne serez pas banque, quoi. Donc, on est obligé de travailler ensemble pour améliorer l'expérience client. Après, je termine juste par là. Le taux de bancarisation, il est de moins de 30% lorsqu'on compte les banques simplement. Mais lorsqu'on intègre les fintechs en Afrique centrale, c'est plus de 80% d'après le dernier rapport qui a été commis par la BEAC. Donc, ça veut dire que c'est un portefeuille très intéressant, très important
que la banque pourrait exploiter à travers les partenariats banque fintech. Parce qu'il y a des clients, il y a des prospects que nous ne pouvons pas enrôler parce que ça, il ne faut pas se mentir, en termes de process, en termes de KYC, c'est compliqué au sein des banques, alors que au niveau des fintechs, c'est beaucoup plus facile. Donc, on peut vraiment mettre en place des partenariats pour permettre de toucher cette niche-là que nous, banques, on ne peut pas toucher directement. Donc, vraiment, c'est des partenariats comme ça qui sont mis en place et qui fonctionnent plutôt très bien. Merci beaucoup, Henri. Et ça permet de renchérir sur la question de M. Amadou Sissoko qui dit mais que faire en fait aujourd'hui pour les clients des secteurs informels pour qu'ils puissent être accompagnés tout en maîtrisant les risques de crédit et financiers et en tenant compte des exigences de conformité. Je pense que là, il soulève la question des modèles alternatifs de credit scoring qui permettraient de toucher certaines niches de marché. Est-ce qu'aujourd'hui, on est à dire qu'on doit laisser ce pan au fintech? Comment les banques s'organisent aujourd'hui pour pouvoir supporter ce secteur informel quand on sait que c'est le fer de lance de nos économies dans plusieurs de nos pays africains. Victor? Bon, je ne pense pas que bon, qu'il faille laisser ce pan de marché au fintech. Je pense que davantage que peut-être la difficulté qu'on peut avoir en tant que banque, c'est l'une des difficultés d'ailleurs, c'est peut-être le volet KYC. Et je pense que c'est peut-être ce volet faudra absolument adresser, s'assurer que ces clients qui sont onboardés par les fintech, au moins il y a 1 million de connaissances clients, sachant que derrière, il y a toute la problématique de conformité. On doit pouvoir s'assurer que les financements qu'on donne sont conformes aux règles de conformité. Donc, je pense que là, encore une fois de plus, on ira certainement vers la collaboration parce que ces fintech ont beaucoup plus de possibilités de toucher ces clients par rapport aux banques grâce à leur plateforme. On est, à travers le réseau d'agences, c'est assez limité. Et je pense que même si aujourd'hui on continue à ouvrir des agences, mais je pense que le rythme, certainement, à un moment donné, va se décélérer. Donc, on a forcément besoin d'aller vers les plateformes pour pouvoir servir des clients. Donc, je ne pense pas qu'il faille vraiment véritablement laisser au fintech, mais je crois encore une fois de plus à la collaboration, mais tout en s'assurant qu'au niveau de ces fintech, tout ce qui est problématique KYC est véritablement renforcé parce que c'est là où on peut avoir des blocages. Merci. OK. Je pense qu'on arrive au terme de notre phase. On va passer à la dernière partie de ces discussions-là. Donc, c'est surtout donc, un dernier tour de table. Si vous avez un point ou quelques mots de fin pour notre audience, pour leur dire que retenir de ces problématiques de réinvention du modèle bancaire en Afrique, que diriez-vous avant que je ne fasse le wrap-up? On va commencer par Paul. Que retenir de ces enjeux? Ok, voilà, merci Patricia. Voilà, je pense que voilà, c'est clair. Hein. Donc, je pense que le mot-clé, voilà, le thème, la thématique est bien cadrée. Voilà, le mot réinvention. Voilà, donc, les banques n'ont pas de choix. Voilà, il va falloir relever le défi. Voilà, faire face à la nouvelle tendance. Et pour moi, voilà, donc être à l'écoute du client et capter sa chaîne de valeur. Voilà, donc, oublions, disons, les niches classiques et puis, disons, la posture classique et soyons plutôt à l'écoute du client, voilà, qui sera toujours demandeur. Donc, on est en 2025 et 2026, voilà, peut-être, ça va tellement vite avec toutes ces tendances qui sont là. Donc, aujourd'hui, vous voyez en fait tout ce que la presse dit par rapport à l'IA. Voilà, donc, c'est un combat d'IA, disons, qui est en cours. Là, donc, avec ces IA, là, donc, ça va nous imposer d'autres aspects, voilà, d'autres expériences que les clients vont amener. Et forcément, voilà, donc, ce n'est pas une réinvention statique même qu'on va demander. Hein. C'est plutôt maintenant, les banquiers doivent s'apprêter pour une réinvention, disons, dynamique. Voilà, donc, il va falloir se réinventer à chaque fois. Voilà, donc, ce ne sera pas une réinvention de 2025, mais c'est une réinvention qu'il va falloir faire continuellement. Voilà, et à chaque fois, faire face au marché, faire face aux défis. Voilà, donc, les enjeux sont à ce niveau. Et je pense que toutes les banques voilà, qui sont sur nos différentes places
voilà, ont déjà les caps. Donc, dans les codires des banques, c'est des mots qui apparaissent toujours. Voilà, peut-être pas à la vitesse voulue, mais no way, comme on dit, on est obligé de faire face et les défis à ce niveau, pour moi. Voilà. Merci Paul, merci Paul. Réinvention et puis client et chaîne de valeur au centre. Henri? Oui, oui. Alors, moi, c'est en quelques phrases. Premièrement, je commencerai par dire que on ne doit pas avoir peur des nouvelles technologies. Il faut les exploiter parce que elles nous permettront d'améliorer considérablement nos façons de faire et aussi le service qui est rendu à la clientèle. Euh, et bien entendu, mais par contre, on devrait embrasser la technologie tout en restant conforme aux dispositions réglementaires parce que c'est encadré. Malheureusement, on n'a pas le choix, on est obligé de faire avec. Mais après, on invite vraiment le régulateur à être aussi agile que les banques souhaiteraient l'être, parce que les banques aujourd'hui souhaiteraient être aussi agiles que les fintechs, mais il faudrait que le régulateur puisse accompagner pour ne pas casser la dynamique. Donc ça aussi, c'est un point. Après, je voudrais insister sur l'expérience client, vraiment. Je crois que ce que les banques font déjà aujourd'hui, c'est très intéressant, notamment la mise en place de la démarche qualité au sein des banques. Il y a pas mal d'initiatives comme celle-là qui sont intéressantes, mais je crois que on devrait aborder, les banques devraient aborder cette question différemment parce que on n'apprend pas à un agent à être bienveillant. C'est-à-dire que on peut apprendre à un agent à comment fonctionne un produit, mais on va pas lui apprendre à sourire avec un client. Donc, on va pas lui apprendre à être bienveillant avec le client. Donc, ça, il faudrait vraiment que les banques puissent revoir leur modèle organisationnel, parce que très souvent, et c'est ce qu'on constate, c'est que les personnes qui sont bienveillantes sont au back-office et les personnes qui parlent très mal aux clients, qui sont très désagréables envers les clients, sont au front-office. Et ça, c'est pas intéressant parce que ce modèle-là ne peut pas tenir sur la durée. Parce que, comme on le dit, dans 10-20 ans, nous aurons quasiment les mêmes produits, mais ce qui va différencier une banque X de la banque X de la banque Y, c'est le service rendu au client. Et donc, il faudrait vraiment adresser cette question aujourd'hui. Et ensuite, l'avant-dernier point sur la compétition. On ne devrait pas voir la compétition comme un obstacle. Au contraire, on devrait plutôt l'avoir comme un moyen pour nous de nous réinventer, d'innover. Et ça, c'est intéressant parce que sans compétition, on le voit, la plupart des sociétés qui sont en situation de monopole, voilà, elles n'innovent pas beaucoup, quoi. Donc, alors, c'est la compétition qui permet de faire bouger les choses, quoi. Donc, on devrait vraiment le voir différemment. Et enfin, pour terminer, nous sommes dans un environnement, les banques fonctionnent dans un environnement et donc qui est soumis à pas mal d'aléas climatiques puisqu'on en a parlé. Et donc, il faudrait vraiment qu'on essaie de voir comment accompagner justement des initiatives qui sont notamment des entrepreneurs ou des PME qui sont plutôt de nature à préserver notre environnement. Donc ça aussi, on devrait vraiment orienter l'accompagnement vers ce pan-là parce que si on le fait pas, ben, dans un siècle ou peut-être moins, nous allons tous disparaître et nous ne pourrons pas faire la banque. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à nos très chers panélistes. Merci. Je ne sais pas, Victor n'a pas donné OK. son Bon, dernier. bon, si je veux résumer, ça, pour moi, c'est juste deux mots, hein. Je veux dire, je dirais, d'une part, en résumé, d'une part, il faut trouver la formule pour pouvoir digitaliser les banques à moindre coût. Et c'est dans ce cadre-là qu'on va avoir les fintech et autres, les collaborations avec fintech et autres. Donc, il faut absolument qu'on arrive à trouver la formule pour digitaliser à moindre coût parce que tout le monde doit pouvoir digitaliser, même les microfinances, pas seulement les banques. Si on veut effectivement arriver à l'objectif d'inclusion financière dont on parle tant, donc comment trouver la bonne formule pour digitaliser les banques à moindre coût? Ça, c'est l'une des questions à laquelle il faut répondre. Et puis, deuxièmement, il faut qu'on arrive à trouver la solution pour effectivement onboarder les clients vers le digital. Comment éduquer les clients pour migrer sur le digital. Donc, si on arrive à résoudre les deux, à trouver une solution ou à répondre à ces deux questions, je pense qu'on ira vers cette banque du futur.
Merci beaucoup, Victor. Merci à tous nos panélistes. Je vais faire en fait le résumé de vos échanges en mots de clôture pour la fin pour notre audience. Donc, très chers panélistes, vous avez dit se réinventer ou mourir. Le constat est clair. Vous avez soulevé que les marges diminuent de plus en plus, les clients sont de plus en plus exigeants et le régulateur renforce aussi de plus en plus les verrous. Et comme vous l'avez dit vous-même, l'heure est grave. Il est important aujourd'hui au secteur bancaire en Afrique de se réinventer. Mais comme vous savez aussi, il est toujours plus facile de marquer des buts depuis les gradins que sur le terrain de jeu. Et en ce moment, on se rend bien compte que beaucoup d'élan de transformation et de réinvention ne prennent pas nécessairement sur le terrain. Comment passer du buzzword, c'est-à-dire le mot à la mode, vers une réalité qui est perçue aujourd'hui par les clients et par l'écosystème? Pourquoi ça bloque? Telle a été la question qu'on vous a posée. Vous avez dit qu'il y a une problématique de leadership et du renforcement de sens de l'urgence. Il y a des enjeux de culture et d'adoption, mais surtout de maintenir le momentum de la réinvention tout au long, parce que ce n'est pas une affaire d'un jour, c'est un travail continu. Vous avez parlé d'être agile et efficace, notamment quand on a commencé en étant une banque traditionnelle. Vous avez parlé en fait de besoins et des impératifs de transformation digitale pour produire plus à moindre coût, mais aussi comment amener le régulateur donc dans ce même élan qui le régulateur va un peu moins vite en fait que le marché et que les ambitions de la banque. Il a été noté que se réinventer, c'est aussi trouver la formule du triangle d'or. La valeur, la proposition de valeur qu'on apporte aux clients, au marché, de trouver aussi donc la recette miracle du profit, votre formule de profit, ou alors des efficacités internes. Et à cette question, vous avez dit, il est difficile de choisir. Mais une chose est sûre, transformation digitale, oui, mais de bout en bout sur l'ensemble des processus et de la chaîne de valeur. Intégrer la donnée et l'intelligence artificielle pour optimiser les prises de décision. Vous avez marqué à plusieurs fois que le client doit être au centre donc du dispositif, mais aussi inculquer la culture client à notre organisation, ce qui n'est pas nécessairement inné. OK? Donc ça, ce sont les points. Mais se réinventer, on s'est bien rendu compte que c'est plus que se transformer. C'est avant tout mettre les compteurs à zéro et repenser comment nous créons la chaîne de valeur et comment nous la préservons. Et à ça, moi, ce que j'ai retenu de nos panélistes, premièrement, commençons par regarder à l'extérieur. Start looking outside. Qu'est-ce que nos clients veulent? Où est-ce que nous pouvons jouer? Quels produits et services nous pouvons leur apporter qui va nous rendre uniques sur les marchés et irremplaçables? Et avec quelle expérience nous voulons le leur donner? Deuxième point à retenir, commencez par conquérir votre intérieur en interne. Optimisez vos efficacités, produire plus à moindre coût, protéger la valeur que vous créez en intégrant les aspects de cybersécurité et n'oubliez pas de vous appuyer sur tout ce qui est intelligence artificielle, analyse de données pour pouvoir améliorer votre business au fur et à mesure. Mais comme on le dit très bien, il n'y a pas de client sans employé. Le client est roi, mais les employés, c'est la reine. Et on sait très bien qui gouverne le royaume, c'est souvent les reines. Alors, assurez-vous que votre capital humain et que votre organisation ont toutes les capacités de la mesure de vos ambitions. Et en dernier, la compétition, il faut construire les ponts avec les autres, s'appuyer sur l'écosystème. Construisons des ponts avec le client, éducation financière, inclusion financière. Construisons des ponts avec l'écosystème, partenariat avec les fintechs, partenariat avec les telcos et pourquoi pas avec les organismes, les ONG pour pousser l'éducation financière et l'inclusion. Et enfin, partenariat avec le régulateur et l'État. Parce qu'après tout, sans eux, nous ne pouvons pas avancer aussi vite que nous pourrons. Donc, merci à toute l'audience, merci à nos panélistes pour cette conférence. Et on vous dit à très, très bientôt. Merci encore. Merci. Merci Patricia et à très bientôt. Merci. Bientôt. Merci. Merci, au revoir.